Salut tout le monde, bon début de semaine. Bienvenue sur Overtime, 19e épisode de la saison. On a déjà Jean-François, Nicolas et Gilles qui nous saluent dans le chat. On vous invite à nous poser vos questions tout au long de l'émission. On va tenter d'y répondre tout au long de la prochaine heure. J'ai une équipe de feu aujourd'hui, une équipe qui est prête pour ce Overtime. Jérôme Bechat, salut Jérôme. Salut à tous. Jean-Philippe Presselvenger, salut Jean-Philippe. Salut Jonathan, bonjour à tous. Et finalement, Stéphane Rochette, fidèle au poste. Salut Steph. Salut. Messieurs, bon, évidemment, on va parler ensemble de la finale qui a pris fin vendredi dernier avec une victoire de Zug. On va aussi faire un petit bilan de la saison de Genève Servette. On avait fait ça pour Fribourg et Lausanne lorsqu'ils ont été éliminés. Même chose pour Bienne. On va en profiter aussi pour faire ça pour le dernier club roman, celui qui s'est rendu en finale. Je vous rappelle également à tout le monde qu'on est disponible en rediffusion sur les différentes plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts et SoundCloud. Et également, l'émission d'aujourd'hui va être à revoir en intégralité sur Facebook et YouTube. Voilà, les annonces sont faites. Épisode 19 d'Overtime, c'est parti. Eh bien, messieurs, on a eu droit à quand même de belles playoffs. Disons-le, cette saison, on a eu des surprises avec un Rapperswil qui a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale, finalement battu par Zug. Genève aussi qui a connu des playoffs de malades, vraiment. Là, ils ont vraiment très bien performé, réussi à se rendre en finale. Mais le meilleur de la saison régulière, Steph, a été le meilleur en finale. C'est Zug qui est champion et ils ont été à la hauteur du talent de Zug. Écoutez, moi, depuis le début des playoffs et depuis la mi-saison, je dis qu'on ne peut pas parier contre Zug tellement ils sont dominants et dominateurs dans le jeu. Même dans les mauvais soirs, ils réussissent. Même dans les soirs où ils sont moins bons ou moins percutants ou moins en forme, ils réussissent à gagner. Ça, c'est la marque des grandes équipes. Donc, tu trouves un moyen de gagner, soit sur le talent, soit sur un exploit personnel. Et puis, on s'inquiétait aussi de Zug dans les 2 premières séries face à des adversaires moins redoutables qui est Berne et Rapperswil. On s'est dit, ils sont un peu en dessous, c'est pas leur meilleure période de la saison. Peut-être qu'ils ont chopé un peu leur creux au mauvais moment parce qu'ils n'étaient pas... Mais ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont été suffisants, je dirais. Ils savaient que sur la longueur, ils gagneraient sans se risquer de blessure ou aller comme des malades. Et puis, en finale, ils ont, comme on dit en anglais, steppé up. Ils ont monté d'une coche. Ils jouaient contre un adversaire nettement meilleur, nettement plus redoutable, qui pouvait les battre, qui pouvait les enquiquiner sur le plan physique, avec le forechecking, avec le power play, avec un gardien dominant. Mais non, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont monté d'un grand cran, comme ils l'ont fait toute la saison. Et puis, ils ont réussi à vaincre cette équipe de Genève qui a été très valeureuse, mais à qui il manquait un petit quelque chose à la fin. Mais Zug a été était le champion tout désigné, je pense, depuis le mois d'octobre, là, tellement ils sont bons, quoi. Les gars, je ne sais pas si vous avez eu un peu le même ressenti que moi, là, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de confiance qui s'est jouée dans cette finale-là. Jamais Genève a mené dans ces 3 matchs. Le premier but, ça a toujours été Zug qui l'a marqué. Jean-Philippe, on était ensemble pour le match 3 à Zug, là. À chaque fois que Zug a marqué, le premier but, le deuxième but surtout, là, moi, je regardais directement au banc de Genève. J'avais l'impression qu'on se disait « Oh, ça va être dur d'aller chercher. Oh, c'est une équipe qui est difficile à battre. » Giannoni avait un aura autour de lui aussi qui semblait invincible. Puis c'est peut-être là aussi où ça a joué parce que Zug, quand Genève marquait, on se retroussait les manches puis on remettait de la pression puis on allait chercher ce gros but qui faisait la différence. Est-ce que pour toi, Jean-Philippe, tu as un peu senti la même chose? Ouais, il y a 2 choses qui m'ont fait penser que ça allait être vraiment très difficile à Zug lors de ce 3e match pour Genève. C'est qu'au moment où Jan Kovar passe ses 12 minutes sur le banc, là, on se dit, tiens, il y a une opportunité. Genève égalise, mais n'arrive pas à faire plus. Et au moment où Kovar est revenu, ça n'a pas pris long pour que Zug décolle. Donc ça, c'est un des trucs. Et l'autre chose, c'est que très vite, Pat Aymon a coupé son banc, a tourné à 3 lignes, alors qu'en face, on tournait à 4. Et ceci pendant 3 matchs. Forcément, les leaders et puis les gens qu'on utilise souvent, sans en donner moins, mais tu as moins d'essence, tu peux pas. Rien qu'au niveau de l'intensité, c'était limite. Puis après, il y a peut-être encore des différences au niveau de la qualité individuelle chez certains. Pas dans les 4 étrangers genevois, je ne pense pas qu'on peut leur enlever grand-chose au niveau des qualités individuelles. Après, il faut pouvoir les sortir à 100% au bon moment. Ça, c'est la magie des playoffs, si on veut bien. Jérôme, toi, tu avais déjà commenté pendant la saison un duel Zug-Genève.
que plusieurs qualifiaient comme un des bons matchs de la saison. On en avait discuté d'ailleurs avant cette finale-là. Tu avais des grandes appréhensions sur cet affrontement en finale entre deux équipes qui pouvaient se faire une chaude lutte. Est-ce que tu as été déçu ou le spectacle qu'ils ont donné, c'était à la hauteur de tes attentes? Ah non, moi j'ai trouvé que c'était 3 bons matchs de finale, mais j'ai commenté, c'est vrai que tu l'as dit, en saison régulière, un Zouk Genève qui a terminé 5-3. Pour moi, c'est le meilleur match de la saison régulière qu'on a eu, en tout cas de ce que j'ai commenté. Après, en finale, j'ai pas reconnu le Zouk du quart de finale contre Berne que j'ai aussi commenté et de la demi contre Rapperswil. Comme l'a dit Stéphane, c'est un Zouk qui a vraiment monté d'un cran, mais vraiment. Parce qu'avant la finale, je me suis dit, oh, si Zouk joue comme contre Berne ou comme contre Rapperswil, contre Genève, ça va être limite. Et là, on a vu, même sans Cadono, sur les 2 premiers actes, on n'a pas vu de différence en défense. L'acte 3, il manque Alatalo, qui est quand même un sacré défenseur. Bah, défensivement, on n'a pas vu de différence à Zoug. Hein. Franchement, qu'Alatalo soit là ou pas, ça n'a pas changé. Donc ça prouve que tout le monde est au même niveau. Et puis surtout, moi, ce qui m'a frappé dans cette finale, c'est le moment où Zoug a marqué. Le premier acte, il le gagne 1-0. C'est Hoffmann qui marque. Je veux dire, il y a une erreur défensive de Genève. Ils la font sur Kovar et Hoffmann, c'est pas de chance. Ils auraient pu la faire sur Senteller, Barhoffner ou sur d'autres joueurs. Ils la font sur Kovar et Hoffmann. Et puis, qui dans la ligue peut mettre un but en déséquilibre comme l'a mis Hoffmann? Je veux dire, ça, c'est le talent. Et Jean-Philippe l'a dit, il a manqué peut-être un peu de talent du côté de Genève. Là, on a vu la différence. À l'acte 2, il y a ces 2 powerplays. Zoug marque 2 fois en powerplay, avec des espèces de passe-tirs de Diaz à la ligne bleue. Je pense que Diaz, il savait qu'avec un gros tir de la bleue, il n'arrivait pas à battre Manzato. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un puck à mi-vitesse, à mi-hauteur. Je le soupçonne d'ailleurs d'avoir visé 2 fois la canne de Simeone. Hein. Je crois que c'est arrangé, ça, toi? C'est prévu d'avance? Non, mais je veux dire, c'est là qu'on voit, il y a le talent. Plus, je veux dire, Diaz, il sait qu'avec un gros tir de la bleue, si Manzato n'est pas masqué, son puck, il ne peut pas rentrer. Puis il y a un risque que le puck passe à côté, que ça tape la bande, que ça ressorte. Tu mets un puck à mi-hauteur, il y a du trafic, ça tape la canne, c'est goal. Ça, on ne l'a pas vu du côté de Genève, même si Genève n'est pas passé à côté de sa finale. Il faut quand même le dire. Hein, Genève a fait 3 super matchs, mais ça n'a pas suffi. Et je pense que Zoug a eu ce petit truc en plus. La meilleure équipe à gagner, peut-être? Ouais. Ça arrive des fois? Ça arrive des fois, tout à fait, Mais c'est exactement ce qu'on a là, dans le chat. Là. Fabien qui dit les meilleurs joueurs de Zoug ont été les meilleurs. Il y a Gilles qui dit Giannoni Hoffmann était au-dessus de tout. Il renchérit en disant pour une fois, la logique a été respectée. Zoug a mené du début de la saison jusqu'au dernier match de la finale. Et oui, c'était une équipe qu'on voyait tous championne. Déjà l'année dernière, s'il n'y avait pas eu l'arrêt de saison, peut-être qu'elle aurait déjà été titrée l'année dernière. Donc, c'est un peu une suite logique. J'ai l'impression qu'on était encore plus prêt à attaquer cette saison en sachant du côté de Zouk qu'on n'avait pas eu la chance d'aller jusqu'au bout l'année dernière, qu'on a été à stopper dans notre élan puis qu'on n'a pas eu la chance de mettre la main sur ce trophée-là. Steph, Manzato a connu des séries exceptionnelles. Vraiment, là, ce gardien-là est venu à la relève de Gauthier Desclos. C'est la belle histoire pour moi des playoffs, mais en finale, reste que Giannoni, c'est la 3e fois qu'il est titré avec un club différent. Ça prouve la qualité de ce gardien-là qui a été imbattable. C'était un mur. Autant il avait été chancelant contre Berne ou contre Rapi, où on le sentait aussi comme son équipe, un peu malchanceux parce qu'il y a eu des buts de gag, etc. Mais on sentait que ça ne tournait pas pour lui. En finale, il a tout à coup steppé up. On l'a vu au premier match, on le sentait beaucoup plus, challengeait plus les tirs, ils étaient plus dynamiques dans sa cage. C'est comme si on avait vu tout à coup un Giannoni qui sait se transformer en finale en véritable muraille. Honnêtement, ce gars-là, c'est un véritable money player qu'on appelle. C'est un gars qui, quand c'est le temps d'être bon, là, il est bon. Parce que des fois, durant la saison, tu le sens un peu comme ça. On dirait que certains soirs, on se demande s'il est vraiment motivé ou n'importe quoi, même s'il est très bon quand même. Et là, quand il arrive dans les moments clés, c'est un joueur qui est clutch, comme on dit en anglais. Il est bon au bon moment. Et que tu ne gagnes pas 6 finales. Oui, il y a une bonne équipe devant lui, évidemment. Il a joué à Berne, il a joué à Zoug. Il ne joue pas avec des manches à balai, on s'entend. Sauf qu'à un moment donné, il y a combien de gardiens talentueux, des grands gardiens, qui ont joué contre des bonnes équipes qui n'ont pas eu de succès? Il y en a plein. C'est des joueurs de talent, des gardiens de talent qui n'ont jamais eu de succès parce qu'ils n'ont pas été bons au bon moment, qui ont échappé un pas quand il ne fallait pas, qui ont pris il n'a pas fait le gros arrêt quand il fait. Lui, il le fait toujours en finale. C'est incroyable. Donc, il y a quand même quelque chose à dire. Si tu ne gagnes pas 6 titres par hasard, même si l'équipe devant toi est bonne, parce qu'il faut quand même que tu fasses des arrêts clés, puis lui, il sait le faire. Et je pense que c'est un grand gardien qui va passer à l'histoire et je pense que son record va être très dur à battre.
Messieurs, vous avez parlé aussi, Jean-Philippe, tu as parlé qu'on a roulé à 3 blocs du côté de Patémon. Il y a Gilles qui dit plus facile quand tu gagnes de tourner à 4 blocs, évidemment, mais il a aussi dit Eric Fehr aurait dû être mis au bout du banc car il a fait, entre guillemets, perdre un peu la série à son équipe. Est-ce que tu es de cet avis? Moi, je ne suis pas vraiment de cet avis. Là, non, on ne peut pas se priver. OK, de dire que Eric Fehr a fait perdre cette série à Genève, c'est un peu minimaliste. Il n'a pas été à son top dans tous les compartiments du jeu. Ça, je peux l'entendre, notamment au niveau discipline. Mais dans le reste, je veux dire, le nombre d'engagements en zone défensive qu'il a gagné à 4 contre 5 ou à 5 contre 5, qui ont évité de mettre Manzato en danger avec des pucks envoyés à la cage, parce que Zug le faisait alors à peu près de n'importe où. Je pense qu'il a quand même été extrêmement précieux. Hein. Et puis, quand on regarde sa fiche sur la série, sur les 3 séries, donc quart, demi et finale, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il aurait dû être mis au bout du banc. Je pense qu'il était trop important pour ça. Ouais, puis si tu mets Eric Fehr au bout du banc et puis que tu perds la finale, tout le monde va te dire pourquoi tu n'as pas fait jouer Eric Fehr. C'est dans le deuxième match, je pense qu'il a pris. C'est impossible. Dans le deuxième match, il a pris 2 pénalités qu'il n'aurait pas dû prendre, on va dire comme ça. Puis ça a coûté des buts. Malheureusement pour lui, ça a coûté des buts. On a marqué, donc on focalise beaucoup plus quand on marque sur une supériorité numérique où tu es coupable. Elle était stupide. Mais dans l'ensemble des playoffs, on l'avait dit, Genève peut être son pire ennemi. En quart, la première série contre Fribourg et contre Zurich, ils ont été picobello. Ils ont été vraiment, vraiment, vraiment disciplinés. Je pense que le mot d'ordre était respecté. Dans le deuxième match, on a senti un petit peu de frustration. On a senti que l'adversaire était un peu plus redoutable, moins de temps, moins d'espace, moins dominant. C'était plus dur. Là, il y a un petit peu de frustration qui est ressortie, mais dans le troisième match, je ne pense pas que Fehr a été spécialement indiscipliné. Oui, il a tchatché, évidemment, il a emmerdé tout le monde, mais il n'a pas pris de pénalités qui ont coûté le match. Mais ça reste quand même un joueur, par sa présence physique, Jean-Philippe le disait, dans l'engagement, ça reste un joueur très, très important qui a fait un paquet de bonnes petites choses aussi, mais qui a été moins flamboyant en attaque, comme tous les joueurs. Mais si tu veux pénaliser, entre guillemets, Eric Fehr, tu ne le prends pas dans l'effectif pour le mettre au bout du banc. À la limite, tu le mets surnuméraire et puis tu fais jouer Asselin. Ouais, c'est ça. Si tu veux vraiment donner un message, mais tu ne peux pas le prendre et puis lui dire t'es 13e attaquant. De toute façon, les gars, je ne sais pas si vous êtes de cet avis-là, mais le mec a remporté un championnat en AHL, a remporté une Coupe Stanley, il a l'expérience de playoff, il a joué avec les meilleurs joueurs au monde. Là, il a joué avec Sidney Crosby, il a joué avec Alex Ovechkin. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un leader. Je pense que tu dois le mettre dans ton vestiaire. Puis il y a Gilles qui dit les étrangers n'ont pas fonctionné comme en saison régulière côté Genève, trop de pression. Moi, je ne suis pas d'accord que les étrangers n'ont pas. Non plus, Tom Ernest, il a été exceptionnel. Winnick aussi. Et on doit lever on doit travailler, les gars. Et on doit lever notre chapeau aussi à Zug parce que on marque là, qui essaie de ralentir le jeu, protection de rondelle. On le vante toujours à ce niveau-là, à quel point il peut sortir des lapins de son chapeau. Mais il s'attendait à ça, Zug, parce qu'il laissait faire. Fais ton spectacle, mon homme, et quand tu seras prêt à foncer vers le filet, on va t'attendre, on va te contrer. Et ils ont très, très bien joué contre les menaces. Et Tom Ernest a marqué quand même lors du dernier match, mais il y avait beaucoup moins de temps. On le frappait, on allait le frapper, on lui laissait pas la fraction de seconde qu'il a besoin. Le plan de match de Zug, là, le gars qui était sur le board avec des petits ronds là, comme ça, là, c'était Tom Ernest. Tout part de lui, les gars. Tout part de lui. C'était le gars qu'il fallait shutter down, qu'il fallait empêcher de faire la première passe. Il est sur la glace la moitié du match. Ici, durant cette moitié du match-là, il ne peut pas faire du Tom Ernest parce qu'il n'a pas de temps puis l'espace, puis tu le frappes, puis tu le frappes, puis tu le frappes. Il a été valeureux, il a été frappé, puis il a été courageux. Il s'est relevé, puis il s'est relevé, puis il s'est relevé. Moi, le gars, il m'a vraiment impressionné. Et c'était le target, c'était Tom Ernest. Ce n'était pas les 3 autres étrangers, c'était Tom Ernest. Comme tu dis, on l'a contenu aux marques. Mais en face, les étrangers du Genève ont travaillé, les gars. Ils ont cravaché, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. En face, ça avait une équipe juste un petit peu meilleure, qui était juste un petit peu... C'est drôle parce que j'ai l'impression que Genève s'est fait battre sur son propre terrain. Au niveau des engagements, elles étaient un petit peu moins bons. Au niveau physique, on disait toujours que Genève a la carte physique que d'autres n'ont pas. Et là, même au jeu physique, ils se sont fait un peu surpasser par ce Zug-là. C'est montré à quel point Zug peut être bon à tous les niveaux. Et tu ne fais pas 119 points par hasard. Il y a une raison. Je veux dire, c'est parce que tous les soirs, tu peux trouver un moyen de battre l'adversaire. Et ils l'ont fait. Ils ont été juste un peu meilleurs que Genève à tous les niveaux. Et il y a un truc aussi, j'ai pu discuter 2 mots avec Tangnes là, pendant la grande fête qui a suivi le 3e match. Et lui disait simplement, il l'a dit au micro et il me l'a redit après, on a appris de 2019 parce que, souvenez-vous, ils étaient aussi favoris contre Berne en finale et ça ne s'est pas bien passé du tout. Ils se sont retrouvés face à un STB
absolument remonté comme des coucous. Vous vous souvenez peut-être de la charge assez terrible d'Almquist sur Reto Souris. C'était le premier match à Berne, enfin le deuxième match, mais c'était le premier à Berne. Et là, ils avaient perdu les pédales. Et Tangnes disait, moi je sais très bien ce que ça fait de perdre une finale comme ça. Et je sais que ça ne nous arrivera pas deux fois. On a travaillé, utilisé ça comme motivation. Et on a vu que Zug, je crois que je les ai jamais vus autant physiques, autant frappés que durant ces 3 derniers matchs de finale. C'était sans enlever la qualité offensive au moment où on a le puck. Donc ça, c'était vraiment chapeau, quoi. Mais on a eu du niveau de jeu, les gars. Est-ce qu'on peut tirer notre chapeau sur la qualité des matchs qu'on a eu? Moi, j'ai parlé à des techniciens, des entraîneurs d'ici. Tout le monde dit « Wow! » Là, on a atteint un niveau en Suisse qu'on a rarement atteint, évidemment. Et Zug nous a présenté du bon hockey toute la saison. Mais à chaque fois qu'ils vont jouer contre des bonnes équipes, ça prend deux équipes pour faire un bon match. Là. Et puis là, on avait 2 bonnes équipes. On a atteint un niveau de jeu, engagement physique, exécution, les power play. Franchement, on a eu du grand hockey. Et c'est peut-être là où, en quart de finale et en demi-finale, Zug avait un peu sous-estimé ses adversaires et avait justement pas le sentiment d'urgence qui a fait qu'ils sont arrivés contre Genève prêts. Ils sont arrivés contre Genève en sachant que tu ne peux pas, contre Genève, jouer avec des demi-mesures. Il faut que tu ailles te frapper, il faut que tu payes le prix. Il y a Gérard qui dit en face, il y avait Kovar partout sur la glace. Kovar est un de ceux qui frappait Tom Ernest. Il a dérangé Tom Ernest. Jean-Philippe, là, après les coups de sifflet, les deux se parlaient longtemps. Les deux en venaient presque jusqu'au cou. Il y a eu du respect aussi à la fin parce que... Oui, alors cette accolade-là, elle est chapeau, quoi. C'est vrai, on ne l'a pas vu en direct là, pendant la retransmission, mais les deux se sont parlé, se sont pris dans les bras quelques secondes. Vraiment, il y a une marque de respect entre les deux qui était... Vraiment, on aime bien voir ces images-là après ce qu'on a pu voir comme engagement physique entre les deux sur la glace. On voit bien la différence entre le match est terminé, on est 2 champions, et puis on se retrouve là. Ça, c'était un beau moment. Jonathan, tu disais que Zug a peut-être sous-estimé Berne et Rapperswil. Je ne sais pas s'ils ont vraiment sous-estimé. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont joué en se disant un peu comme quand Federer joue contre le 200e mondial. Il ne va pas lui mettre 6-0, 6-0 et puis se fatiguer parce qu'il y a des matchs ensuite. Tu essayes de faire 6-3 ou 6-4, tu essayes de breaker au bon moment. Et je pense que Zug a voulu faire ça. Alors contre Berne, ils se sont fait un peu peur parce qu'à un moment donné, c'était quand même 2-2 dans la série. Mais on a vu que quand il y a eu 2-2, après, ils ont resserré derrière Zug et puis ils ont gagné les 2 matchs suivants. Et puis contre Rapperswil, on n'a pas eu une grande demi-finale au niveau du hockey. Surtout la qualification de Zug. J'étais aux commentaires, j'adore Stéphane qui a levé les yeux au ciel. C'est vrai que ce n'était pas un match de demi-finale. Mais ils ont fait le job. Ils ont fait le job et puis ils n'ont pas eu de blessés, à part Cadono qui s'est un peu fait mal et puis qui a dû manquer les 2 premiers actes de la finale. Mais ils n'ont pas eu de blessés, ils n'ont pas eu de suspendus. Ils ne se sont pas fait vraiment peur, même s'ils perdent quand même un match. Et on les a sentis quand même au-dessus. Et après, en finale, tu sais que tu joues contre Genève et puis là, et tu lâches les chevaux. Et puis tu y vas, quoi. Il y a dans le chat Denis qui vient de dire meilleure gestion de temps chez les étrangers zougois, point d'interrogation. Je voyais toujours le top scoreur du GSHC sur la glace. Honnêtement, je pense que ça fait que prouver la profondeur de C'est ça. C'est pas une mauvaise gestion. Pat Aymon n'a pas le choix. Il a une 4e ligne qui ne peut pas vraiment patiner, honnêtement. Oui, peut-être, mais quelques chiffres un chiffre ici et là, qui ne peut pas vraiment patiner avec Zug. C'est pas compliqué. Écoutez, la première ligne de Zug a surclassé la première ligne de Genève. 2 et 3, pareil. Et puis, la 4e ligne, il y en a une qui a joué 10 minutes par match du côté de Zug, qui a permis aux étrangers de ne pas surcharger les étrangers et les joueurs clés de Zug, tandis qu'à Genève, on ne pouvait pas. Cette 4e ligne-là n'est pas assez forte pour pouvoir tenir la rampe. Alors, certains diront qu'il aurait dû quand même, peut-être, ça c'est du coaching. Mais je pense que Pat Aymon, comme il a perdu le premier match, il savait que le 2e match, il n'avait pas le choix. Il a lâché les chevaux, puis il a 24-25 minutes à Omar, à Winnick, à Fair. C'est peut-être trop, peut-être, mais il n'avait pas le choix, honnêtement. Et puis 4e match, tu lances tout ce que tu peux, mais on a vu que les étrangers ont manqué d'essence clairement en 3e période quand ça a eu le temps de pousser dans les moments clés. Mais ils n'avaient pas le choix. Ça, c'est la profondeur de banc à un moment donné. Tu peux pas inventer ce que tu n'as pas. Zug a cette profondeur que Genève n'avait pas. On cover dans le match 2, les gars, même pas joué 18 minutes. Incroyable.
Il y a un gars de Zug, je pense, si je me souviens, un gars de Zug qui a joué plus de 20 minutes, je pense que c'est Diaz, peut-être à la Talo là, dans le match 2. Le reste, les attaquants, c'était en dessous de 20 minutes, petit match tranquille, un chiffre sur 3, un petit power play en plus ici et là. On ne va pas se fatiguer à 4 contre 5. À Genève, tu n'as pas cette profondeur-là, puis à la fin, ça fait une grosse différence. Je ne pense pas que c'est une question de coaching. Pat Aymon n'avait pas vraiment le choix, à mon sens. Mais si tu prends des joueurs de la 4e ligne de Zug, Saint-Hilaire qui est au centre, par exemple, ou Barofner qui est à l'aile, dans d'autres clubs de National League, ils seraient peut-être en 2e bloc. Hein. Honnêtement. Hein. Bon, et puis, c'est 2 gars qui ont déjà été champions. Hein. Ouais, en plus. Non, mais quand tu as Saint-Hilaire au centre du 4e bloc, ça prouve quand même ce que ça prouve. Quoi. C'est ça. Il y a des équipes qui ont mis leur capitaine, l'ancien capitaine, au centre du 4e. Hein. Des fois. Froidevaux, c'est un sacré centre de 4e bloc, effectivement. Ouais. Steph, il y a une question pour toi, Nicolas, qui dit pour Stéphane, quand même au match 2 de cette finale, la pénalité non sifflée sur Alatalo, son coup sur Tom Ernest, est suspendu par la Suisse. C'est quand même grave à ce niveau-là de ne pas avoir appelé cette pénalité, surtout que moi, j'étais en patinoire. Je ne sais pas, la pénalité aurait pu être quoi exactement, parce que c'était directement à la tête, mais si c'est un 5 minutes, par exemple, c'est 5 minutes ferme, ça change le match, ça change peut-être même la série. C'est sûr que, vu comme ça, oui, c'est évident. Il devait y avoir au minimum 2+10. Sur le live, évidemment, c'est toujours plus difficile à voir que nous au ralenti. On est toujours plus malin que le ralenti. C'est ce que moi, je l'ai tellement vécu souvent. C'est que je pense que les arbitres, quand ils ont vu le ralenti, ils ont dit « Ah bon, c'est clair ». Mais sur la glace, tac, bon. Mais il aurait quand même eu d'avoir un bras levé, un 2+10 ou une pénalité à tout le moins. Ça, c'est clair que c'est une erreur d'évaluation des arbitres. Par contre, et ça aurait pu changer le cours du match, je l'accorde. Ce soir-là, les arbitres n'ont pas spécialement fait un grand match, je l'accorde aussi. Sauf que, souvenez-vous, le but, le 1-1 de Genève a été marqué sur une pénalité à Gross pour avoir balancé le puck à l'extérieur, dans les gradins. Mérité. Mais Gross, il balance le puck dans les gradins. Pourquoi? Parce qu'il se fait trébucher par Fair. Fair aurait dû avoir 2 minutes sur cette séquence-là pour trébucher et Gross pour lancer le puck dans les gradins. Les arbitres ont oublié la pénalité contre Fair. C'est aussi une erreur. Et ça a donné un but à Genève. Ils ont marqué ce power play-là. Donc, à un moment donné, il faut aussi mettre tout en perspective. Les fans, je sais, ils voient que ce qui ne les arrange pas. Et puis, d'autre côté, c'est normal que ça nous revienne parce qu'ils nous en doivent une. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut regarder. Lausanne aurait pu dire la même chose dans la série contre Zurich. Hein, quand Pedretti a donné la chance sur Gibbons, on est 2 minutes. Ça aurait dû être un 5 minutes. Et puis, parce qu'il a été, avec du recul, on a donné 5 minutes. Voilà, mais l'arbitrage fait aussi partie du jeu. Je pense que dans ce match-là, ils ont été moyens, il faut le dire. Mais rappelez-vous aussi, dans le dernier match, quand Marchini se présente seul devant le gardien, la faute de Cast, absolument 100% un pénalty. Même depuis je dis même ma mère depuis le Canada dans son home aurait pu le voir. Comment l'arbitre ne peut même pas lever le bras sur une séquence comme ça? Donc, ça, c'est un point tournant dans le match qui était à faveur de Genève. Ça n'a pas tourné, mais si Genève marque après le 1-1, Zug crie au scandale. Puis Kovar, excusez-moi, le 2+10 contre Kovar, j'ai parlé à plusieurs arbitres, puis dans l'arbitrage, tout le monde est clair là-dessus, là, avec du recul. Il n'y a pas de pénalité là-dessus. Peut-être 2 minutes, mais c'est en tout cas pas une charge contre la bande. Donc, on a perdu Kovar pour 12 minutes, mais Genève en a pas profité. Si ça avait ces mauvaises décisions-là favorables à Genève avaient tourné le truc, on aurait pu dire, mais voilà, les gens sélectionnent toujours ce qui les arrange. Et on ne se voilait pas la face du côté de Genève parce qu'avant le match 3, j'étais sur la galerie de presse puis les employés, là, le staff de Genève le disait. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas eu la pénalité sur Tom Ernest, mais on s'en tire bien aussi parce qu'il y en a quelques-unes de notre côté qui n'ont pas été appelées. C'est souvent ça, c'est souvent du donnant-donnant. Bien sûr, celle-là, on se souvient parce qu'il y a eu suspension, mais bon, écoute. Il y a d'autres compensation questions, des arbitres, c'est un mot que j'entends souvent, compensation. J'ai regardé un match junior au Canada la nuit passée, je peux vous dire qu'il y en a eu 2-3 compensations aussi. Ils sont tous pareils. Ouais, tu ne veux pas être l'histoire du match, hein, donc parfois tu compenses. Ça dépend, il y en a certains qui aiment bien attirer la lumière quand même. Hein. Oh oui, il y en avait là. Mais Steph, et quand tu dis que le niveau de jeu cette année en Suisse a été vraiment excellent, notamment avec la finale, est-ce que le niveau d'arbitrage, il a été à la hauteur du niveau de jeu? Écoute, franchement. Je vais te dire une phrase que je dis souvent. Le niveau d'arbitrage dans toutes les ligues du monde n'est pas au niveau. Il faudrait toujours, pour être dans un monde idéal, il faudrait toujours que les arbitres du niveau supérieur arbitrent dans le niveau inférieur. Ouais. Parce que c'est le principe de Peter. Dans la vie, tu montes à ton niveau d'incompétence. Puis il y a un paquet d'arbitres dans toutes les ligues du monde qui arrivent, qui montent,
Puis quand tu ne montes plus, c'est parce que tu as atteint ton niveau d'incompétence. Donc là, ça veut dire que tu es soit encore très bon ou soit que tu es juste correct. Puis si tu es juste correct, bien, ça ne marche pas. Donc, les arbitres de NHL devraient venir en Suisse, les arbitres de Liga devraient venir en Ligue B, et puis voilà. Et puis par contre, il n'y a plus personne en haut. Il n'y a plus personne en haut. Il y a beaucoup de moments si tout le monde descend d'une ligue. Donc, mais voilà. Et puis, comme disait Bertolotti quand il arbitrait, il dit, quand les coachs, les entraîneurs m'appellent, puis ils me disent, écoute, les arbitres ne sont pas égaux, il y en a des moins bons, puis lui, pas bon, puis lui, bon, pourquoi je n'ai pas lui? Ben, il dit, moi, je suis comme tous les coachs, j'ai 4 lignes. J'ai une première ligne, j'ai une deuxième, j'ai une troisième, j'ai une quatrième. J'essaie de cacher ma 4e ligne, je les en donne un peu moins, mais il faut que je les mette pareil. Donc, il dit, au bout du compte, il dit, je le sais qu'il y a des arbitres qui sont compétents. Cette année, on a focalisé beaucoup là-dessus. Il y a eu quelques arbitres étrangers, notamment des Autrichiens, là, les 2 jumeaux qui n'ont pas rien été engagés pour l'année prochaine, si ça peut rassurer les gens. Donc, il y a eu quand même... Voilà, donc je peux vous dire qu'ils sont déjà partis. Eux, ils n'ont pas été sélectionnés pour les playoffs, etc. Peut-être ça va rassurer certains parce que franchement, ils n'étaient pas... voilà. Mais c'est vrai que l'arbitrage est toujours remis en question dans toutes les ligues du monde. Puis je pense qu'on va en parler dans 20 ans. C'est toujours comme ça. Je fais un petit tour dans le chat là, rapidement. Il y a Enrique qui dit bravo à Zug pour son titre amplement mérité. Bravo également à Genève pour son parcours. Mention spéciale à Rapperswil. Il y a aussi les questions là, au niveau là, de la préparation physique. Il y a Jérôme qui dit préparation physique différente. Quand on voit un Hoffman prendre le dessus sur Carrère alors qu'il avait 3 mètres de retard au départ. Moi, il y avait de l'élan aussi. Il a triché parce qu'il est parti plus loin qu'un élan. Puis il y a aussi la vitesse et l'explosion qu'on connaît à Hoffman. Il y a Pierre-Frédéric qui va un peu dans le même sens, qui dit Zug a aussi investi dans un tout nouveau centre d'entraînement pour être au top sur le point physique. Mais je ne pense pas que dans cette finale-là, c'est vraiment l'aspect physique qui a désavantagé. Qui a déjà avantagé Genève. Il y a Ben qui dit pour moi, Genève va apprendre cette année de play-off est une super expérience pour les jeunes et le staff. Perdre contre Zug n'est pas une honte ou un échec, à mon sens. Ça, c'est vrai aussi. J'abonde dans le même sens. Il y a Gilles qui dit Genève a fait une belle saison et Pat Aymon mérite cette 2e place. C'est sûr que c'est un goût amer. Tu vas chercher la fameuse médaille d'argent avec le goût amer, mais reste que quand tout se calme un peu, c'est vrai que Genève a gagné beaucoup en expérience et a vraiment très bien fait dans ses playoffs. Messieurs, il y a une question sur Hoffman. Est-ce que, et ça, c'est Fabien qui la pose, et c'est une question qu'on va certainement discuter longtemps dans les prochains mois. Est-ce que Grégory Hoffman est prêt à jouer en NHL selon vous? Maintenant que Tortorella n'est plus là, il a un peu plus de chance, je pense. Il va peut-être avoir un coach qui a plus besoin d'un gars comme lui, mais forcément, vous me direz ce que vous en pensez, mais il doit jouer sur un top 6. Je le vois mal avec sa vitesse, son tir, faire autre chose qu'un top 6. Même à la manière de ce qu'a fait Gaëtan à Edmonton, lui, il a réussi à faire le switch. Je vois plutôt Hoffman essayer de frapper à la porte d'un top 6. Le problème que je vois, c'est que la grande majorité de ses tirs au but sont pris après des rushs. Et faire les rushs qu'il fait en entrée de zone en Suisse, en NHL, c'est plus serré. Il y a du monde qui t'attend. À voir. Il faudra peut-être modifier 2-3 trucs. Mais les qualités physiques, il les a. Qualités techniques, il les a. Est-ce qu'il a encore la volonté juste vraiment d'acier, de souffrir un peu là-bas avant de réussir? À voir. Moi, je pense que les qualités, il les a. Si Kubalik a réussi, si Suter a réussi, si Kourachev a réussi, si Haas a réussi, Haas a un rôle un peu différent, mais il a les qualités sont là. Il y a le patin, il y a le shoot. C'est une ligue de spécialistes, la NHL. Lui, si sa vitesse, s'il peut l'utiliser comme Jean-Philippe dit, des fois c'est peut-être un peu plus compliqué, mais la patinoire est aussi plus petite, moins large, etc. Donc s'il peut se faufiler et utiliser son tir précis, je pense que c'est un gars qui peut marquer 20 buts à NHL et jouer sur une 2 ou une 3 éventuellement. Il y a certaines équipes qui ont 3 bonnes lignes, mais c'est vrai que c'est pas un gars qu'il faut mettre sur une 4 clairement. C'est pas un joueur de roll grinder back and forth, mais de source sûre, je peux vous dire que la semaine dernière, vendredi ou jeudi dernier, j'ai eu une conversation téléphonique avec quelqu'un qui m'a garanti que pour l'instant, il n'y a aucune discussion avec Columbus, qui ont ses droits. L'idée de départ, c'était s'ils avaient été en playoff, ça aurait été peut-être d'aller terminer les playoffs là-bas, mais comme ça ne s'est pas présenté, pour l'instant,
il n'y a pas de discussions officielles qui ont été entamées par Columbus avec le clan de Hoffman. Ça va se discuter dans les prochaines semaines, prochains mois, mais pour l'instant, il n'y a rien de discussion d'entamer pour l'avenir de Hoffman en Amérique. Et je peux vous dire aussi de source sûre qu'il ne va pas accepter n'importe quelle condition. Il ne va pas aller là-bas sur un entry-level contract ou sur un contrat two-way à 700 ou 800 000 où il peut se retrouver en AHL. Il aura des exigences. Il faudrait que le salaire net soit au moins équivalent à ce qu'il gagne ici ou pas loin et qu'on lui garantisse un rôle plus ou moins ou un one-way contract ou un truc qu'il va jouer parce que lui, il ne veut pas aller en AHL et puis il ne veut pas jouer 2 minutes par match sur une 4. Donc, il y aura des discussions qui vont se faire. Il sera assez exigeant et je le comprends à 28 ans. Il n'a pas envie d'aller se faire chier, entre guillemets, là-bas. Et voilà. Donc, je peux vous dire que la semaine passée, il n'y avait pas de discussion encore qui avait été entamée. On est tous d'accord sur le talent d'Hoffman. C'est probablement le meilleur joueur ou un des meilleurs joueurs suisses qui n'a jamais traversé. Les upsides, il les a. Est-ce que maintenant, il peut transposer ça dans le style de jeu nord-américain? Parce que, Steph, tu l'as dit, c'est des plus petites patinoires. Le temps de réaction est plus court. Tu as moins longtemps la rondelle sur la canne, puis tu es attendu par les défenseurs. Les défenseurs sont plus gros, les défenseurs sont plus physiques. Et des Hoffman, il y en a beaucoup en Amérique du Nord. Est-ce que ça l'aide d'être avec Columbus au lieu d'être avec la Caroline? 100% d'accord, parce que c'est un effectif qui est plus vide. C'est une équipe qui est moins bonne, donc il va pouvoir avoir sa chance sur un top 9, sur un top 6. Est-ce que le fait que John Tortorella s'en aille? Je pense aussi que c'est une bonne chose parce que Tortorella est un gars hyper exigeant qui préfère les grinders, qui préfère les gars avec une éthique de travail irréprochable qu'un gars qui va y aller par séquence parce qu'Hoffman en NHL, ça va être un gars de séquence, c'est un buteur, donc tout est dans la confiance, tu vas le voir marquer plusieurs buts, ensuite disparaître un peu quand ça va devenir un peu trop physique, un peu plus... Comme en Suisse. En Suisse, il est pris par séquence aussi. Ouais. Donc, souvent, ça donne un peu des cheveux gris aux entraîneurs et Tortorella n'a pas de patience, donc ça va certainement l'aider, mais il doit prendre la chance d'y aller si, évidemment, Columbus décide de s'aligner dans ses demandes. Par contre, il a un autre avantage, c'est que le gardien de but le connaît bien, c'est Elvis Merzlikins. Et ça, peut-être que Elvis va avoir des bons mots aussi pour son ancien coéquipier. Puis, n'oubliez pas, les gars, le contact avec Columbus, c'est Rick Nash qui est dans la direction de Columbus. Rick Nash connaît Hoffman. Rick Nash est passé en Suisse, connaît Hoffman, il y a des contacts. Donc, et c'est une équipe qui relonge beaucoup vers la Suisse. Hein, on l'a vu avec Turcotte, on le voit avec certains joueurs. Donc, le contact, c'est Rick Nash. Là. Pas rêver. Là. Et souvent, comme ça, les joueurs qui vont à NHL un peu plus tard, c'est souvent comme ça dans une organisation où il y a quelqu'un qui les a vus, qui connaît personnellement, qui connaît la valeur du joueur. Regardez Pius Suter à Chicago, c'est Mike Crawford, il ne faut pas rêver. Hein, je veux dire. Il y a toujours quelqu'un, une personne clé qui dit « Ah, lui, je le connais, il est bon, je l'ai vu, j'ai joué avec, j'ai bonne référence sur lui. » Et tout à coup, on lui donne la chance. C'est comme ça que ça et si ça a fonctionné pour Pius Suter cette année à Chicago, c'est exactement pour la raison que j'ai dit que ça pourrait fonctionner pour Hoffman à Columbus. C'est l'effectif qui était vide. Jonathan Toews qui était blessé, pas de joueur de centre. Où est-ce qu'il se retrouve? Au centre de Patrick Kane. Même lui et Alex DeBrincat, même lui, il devait regarder sur le côté et dire « C'est sérieux, là? Je suis ici. » C'est sûr que ça aide. Et peut-être qu'Hoffman, s'il est dans les bonnes dispositions avec un bon joueur de centre... D'où l'importance de ne pas être repêché parfois, les gars, parce que quand vous n'êtes pas repêché comme Pius Suter, ça vous donne... C'est pour ça que je ne souhaite pas à Yannis Moser d'être repêché l'été prochain, parce que Yannis Moser, il a des grandes qualités, mais s'il est repêché, il va être bloqué avec une équipe. L'équipe qui va le repêcher, il faut peut-être croire en lui, mais il va être bloqué pendant 4 ans. Les droits vont appartenir à une équipe pendant 4 ans. Puis si tout à coup, cette équipe-là, il y a des changements, il y a quelqu'un qui arrive, puis finalement, le gars qui l'a repêché, c'est plus lui qui est en poste, puis le gars de la HL, il n'aime pas son style, etc. Tandis que quand tu n'es pas repêché, Yannis Moser, s'il n'est pas repêché, il peut s'engager avec les 31 équipes. Il y a peut-être 15 équipes qui vont y faire signe. Nous, on t'engagerait bien, on peut passer par la HL, etc. Puis là, il va pouvoir choisir avec son agent l'équipe qui a le meilleur projet pour lui, là où il y a le plus de chances d'y arriver. Et pas tomber dans une organisation qui vont le ramasser en 5e ronde où il y a déjà 4 Yannis Moser devant lui. Puis que, toi, c'est ça, c'est le timing. Et d'être repêché, quand vous n'êtes pas repêché la première année d'éligibilité dans les premiers, où là, vous avez la fast track, puis tous les avantages, puis l'entry-level contract, où on vous donne toutes les chances de passer en avant de tout le monde. Mais des fois, c'est mieux de ne pas être repêché. Et je ne souhaite pas ce malheur-là à Yannis Moser, qui
pour qui ça serait beaucoup plus facile s'il était repêché. Regardez Pius Suter, pas été repêché, même s'il avait connu une bonne année junior, mais c'était un petit gabarit et tout. Et là, il a pu aller dans l'organisation de son choix. Et ça, c'est un avantage. Gaétan Haas aussi, il est allé là où on a dit, on est intéressé de t'avoir. Ça arrive aussi après autant si Suter et Haas avaient été repêchés, ça arriverait de toute façon après les 4 ans, vu leur âge. De toute façon, ça serait arrivé après les 4 ans. Oui, tout à fait. Mais tu peux être repêché à 22. Quelqu'un aurait pu prendre Pius Suter. Mark Streit a été repêché en 7e ronde par les Canadiens de Montréal à 25 ans. Donc ça peut arriver après. Mais Yanis Moser, on entend beaucoup parler de lui, là. Donc, tout à coup, au mois d'octobre, personne n'en voulait dans les 200 premiers. Puis 8 mois plus tard, on parle de lui dans les 2 premières rondes. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je crois qu'on a tous manqué le bateau. Là. Mais lui, il pourra s'engager où il veut. Pour moi, il n'y a pas d'avantage. Et voilà, déjà, je suis persuadé que son agent est assez d'accord avec ça. Ouais, donc, si je vous comprends bien, pour Greg Hoffman, l'avenir, il est que positif. C'est soit il joue en NHL, soit il reste à Zoug, il est leader de l'équipe. Il a le choix. Son jeu. Il y a Nicolas dans le chat qui dit « Vaut mieux gagner ici à être bon que de traverser pour devenir moyen. » Sauf que Hoffman, il peut prendre la chance de traverser, puis si ça ne marche pas, il refait ses valises. Dans le pire des cas, il déchire son contrat là-bas. Il s'entend parce que de plus en plus, tu vois des joueurs, quand ça ne fonctionne pas, qui s'entendent avec le club pour mettre fin au contrat. Et il revient ici et toutes les équipes vont souhaiter l'avoir parce que c'est un des meilleurs joueurs en Suisse. Puis je pense que son talent ne restera pas là-bas. Ça, c'est sûr. C'est clair. Puis ici, il gagne bien sa vie, il est confortable et tout. Il n'avait pas aimé ses premiers camps d'entraînement à Caroline, je peux vous le dire de source sûre. Là. Il n'avait pas aimé son expérience nord-américaine, les matchs qu'il a joués amicaux, etc. Il est revenu là avec ça ne lui correspondait pas du tout. Là, il est plus mature. Ça reste un gars qui n'est pas convaincu à 100% de le truc nord-américain. Peut-être là, il a de la maturité, mais il n'est pas prêt à recommencer au bas de l'échelle, à faire comme Yannick Weber a fait pendant des années, là, à jouer au salaire minimum 700 000, alors qu'il aurait pu avoir des ponts d'or ici pour absolument rester en NHL. Ça dépend du tempérament des gars aussi. Moi, je peux le comprendre, mais je pense que s'il va là-bas, puis il est bien utilisé, puis il réussit à marquer une vingtaine de goals par année, 30 goals par année comme Kubalik, ben là, ça va être des contrats de 3, 4, 5 millions. Et là, il va atteindre, il va partir sur une lancée dans une autre sphère, disons. Et Arnaud qui revient sur l'arbitrage, qui dit le niveau de la Ligue et de l'arbitrage est complètement à l'ouest par rapport au niveau des clubs, des organisations, des staffs et des joueurs en Suisse. Les saisons prochaines, c'est ça qu'il faut améliorer et non pas tout le reste comme ils le veulent. Qui fait évidemment, Arnaud, qui fait référence là aux différentes réformes. Il y a Patrice qui demande, messieurs, connaissons-nous déjà le mode de championnat pour la prochaine saison? Pré-playoff maintenu, si oui, best of 3 ou plus? Je pense que oui. Je sais pas. Jean-Philippe, tu as des infos sur... Honnêtement, on me l'a dit, mais je ne me souviens pas. Honnêtement, ça fait longtemps que j'en avais discuté avec Willy Veucklin. C'était encore pendant la saison régulière. Et honnêtement, je ne sais pas. Je vais pas vous dire oui. Je pense que oui, à moins que tout à coup, les équipes qui ont été éliminées en pré-playoff disent que ramène ça sur le tapis. Je ne sais pas. Je pense pas. Je pense pas. De toute façon... Moi, j'ai rien entendu comme quoi on voulait changer ça. De toute façon, les clubs vont se réunir cet été là, pour les fameuses réformes. Là. On ramène ça sur le tapis. On n'entend plus parler de ça, hein? Non, on n'en entend plus. On n'a pas eu les résultats. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas eu les résultats du sondage. Du sondage, non, moi non plus. Non plus. On ne sait pas. Est-ce que ça sera vérifié scientifiquement par une firme officielle ou bien... C'est peut-être en recomptage. C'est ça. En recomptage, c'était trop serré. Je crois que c'est la chancellerie de Moutier qui s'en charge. Messieurs, on a beaucoup parlé de la finale, on a beaucoup parlé de Zoug. Maintenant, on va faire un petit tour aussi du côté de Genève. Jérôme, une saison quand même, disons-le, réussie pour Genève, qui n'ont pas été 100% constants. On a beaucoup parlé de la constance de Fribourg en saison régulière. Ça a été un peu plus compliqué pour Genève. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de positifs à retenir de cette saison-là. Comme tu l'as dit, Genève a eu des hauts et des bas. Ils ont fini la saison régulière 6e, donc ils n'ont pas dû passer par les pré-playoffs. Quand on voit l'homogénéité de cette National League, que tu finisses 2e ou 6e, ça se joue à tellement peu que ça ne change pas grand-chose. Et puis ensuite, quel play-off de la part de Genève. 4-1 contre Fribourg-Gotteron, 3-0 contre Zurich. Qui aurait prédit ça? Franchement, contre Fribourg, ils ont été au-dessus. Ils perdent le premier match. Ensuite, il y a Noah Roth qui revient au jeu. Et puis, ça change tout. Ils ont déclassé Fribourg, il faut être honnête. La demi-finale contre Zurich, qui aurait parié sur un 3-0 pour Genève? Je crois que personne non plus, parce qu'on voyait aussi Zurich
une équipe qui pouvait aller peut-être chercher le titre avec les joueurs qu'ils avaient, dont Andrighetto, avec une défense, avec un Weber aussi dans les buts. Et puis Genève perd la finale contre plus fort. Donc je pense que du côté de Genève, il n'y a pas de regret à avoir. Même si on dit toujours qu'une finale, on ne la joue pas, on la gagne. Mais si le seul regret, c'est d'avoir perdu contre Zug en finale, je pense que ça veut dire que la saison, elle est réussie quand même. Jean-Philippe, dans le chat, là, il y a Loïc qui dit mention spéciale à Carrère. Il faut dire aussi qu'en play-off, là, Mercier et Morer ont manqué aussi à Genève. Et il y a Nicolas qui dit meilleur roman, on est content. Devant le filet aussi, il y a un Gauthier Desclous qui a confirmé son statut de premier gardien. Oui, alors pour Carrère, le fait de mettre Carrère jouer avec Le Coultre, deux jeunes joueurs. Le Coultre, c'était ses premiers playoffs. Carrère avait joué deux matchs dans les playoffs de Zurich quand ils étaient allés au bout. Là, c'était en 2018, mais il n'avait pas beaucoup joué. Donc, c'est vraiment deux joueurs qui sont dans leur première série de playoffs et ils vont en finale. Est-ce que Maurer et Mercier en manquaient? Peut-être, mais les deux autres ont d'autres qualités. Un peu moins d'expérience, certes, mais je ne suis pas persuadé qu'ils aient quelque chose à se reprocher. Je ne suis pas sûr que ça ait changé. Ça a changé grand-chose parce que ces deux-là, ils ont surtout le Coultre, ils ont de la vitesse, même si sur le but d'Hoffman, je ne sais pas vraiment ce qu'il fait avec ça. Tu regarderais peut-être le back-checking de le Coultre sur le but quand Hoffman prend tout le monde de vitesse. Il n'a pas une trajectoire tout à fait normale, je n'ai pas compris. Il est allé regarder la bande, puis enfin bon, peu importe, c'est un peu trop pointilleux, on va dire. Si on s'éloigne un petit peu puis qu'on regarde l'image complète de ce que Genève produit, on peut dire le plan fonctionne. Le plan fonctionne. On se rappelle qu'en 2019, fin de l'été, Chris Maxorley et tout le directoire, la présidence de Genève, plus personne n'est là, Strawson n'est plus là, Maxorley n'est plus là, mais ils avaient mis en place, on a un plan sur 3 ans. On va intégrer les jeunes sur 3 ans. Et puis, la première année, 4e, pas de play-off. La deuxième année, 6e, 84 points. Alors que la première année, ils avaient fini à 2 points du leader Zurich. Là, on arrive en finale. Il va falloir faire 2-3 petits ajustements. On imagine qu'il y a de quoi faire. The plan is working, comme on a déjà entendu dans certains cycles. Cercle, pardon. Le process aussi. Le process, ouais. Non, mais voilà, je pense que ce plan-là, d'avoir fait confiance à Patémon, d'avoir prolongé le staff, d'avoir pu compter sur les 4 étrangers mis en place par la direction sportive précédente, et puis avoir aussi Gauchi qui est d'accord de faire ses échanges, Moy Vermin, parce que sur la saison, sur les playoffs, à part peut-être en finale où les deux ont été un peu en dessous, mais parce qu'en face c'était Zug, je pense que Moy Vermin, c'était quand même une bonne pioche. Donc honnêtement, oui, on peut être déçu côté Genevois, c'est normal, en perdant en finale, mais il y a plein de signaux qui sont ouverts dans l'idée on a un plan pour être compétitif pour le titre dans 3 ans. Dans 3 ans, c'est la saison prochaine. Et s'il y a du monde dans les patinoires, ce serait peut-être un plus encore pour Genève. On connaît ce qui peut se passer au Vernet. Et Stéphane, il y a Loïc qui renchérit en disant « Et Vouillamo a gonflé le torse et fait un bond énorme à 10 matchs de la fin de la saison. » Évidemment, on l'a employé sur le premier trio avec Omar. On sait qu'Omar, ça a été peut-être compliqué dans le vestiaire. On va utiliser ce terme-là tout au long de la saison. C'est un personnage un peu à part. Mine de rien, d'avoir été capable de le rallier à la cause en play-off, ça a été quand même mission réussie là, pour toute l'équipe de Genève. Ah, il paraît qu'il y a eu des discussions dans le vestiaire à l'aube des playoffs pour que tout le monde rallie la cause. Il y a eu des discussions assez serrées et assez vigoureuses, d'après ce que je sais, pour embarquer un gars comme Omar qui travaille au profit de l'équipe. Là, et ça a bien fonctionné. Hein. Donc, je pense que chapeau au travail qui a été fait dans le vestiaire de Genève à l'aube des playoffs pour que tout le monde tire à la même corde. Et effectivement, Vouillamo, pour revenir à la question, Vouillamo a été utilisé sur un premier bloc avec Winnick et Omar. Et le jeune a bien fait. Hein. Honnêtement, il a profité de ça pour se mettre en valeur. Donc, il y en a qu'on les met là puis qui ne profitent pas de leur chance. Ben, lui, il joue avec 2 bons joueurs, il a reçu des super pucks et puis il a eu des occasions de marquer puis il a fait le job. Un peu moins en finale, mais comme l'ensemble de son équipe. Là. Mais en demi-finale, on l'a vu, il était en vue. Je pense qu'il y a une séquence de 4 buts en 4 matchs. Et puis, ça reste un jeune, ça reste un power forward pour moi. Là. Ça reste
c'est pas un joueur de premier bloc ultimement, à mon sens. Mais je pense que Patrick Aymon a fait des doublons un petit peu pour équilibrer son effectif. Mais ça reste un power forward. C'est un gars qui est né en 2000. C'est un homme déjà. Là, what you see is what you get. Lui, il est à maturité physique depuis 3-4 ans déjà. Donc, lui, c'est pas un gars qui a encore un pious shooter qui va, dans 3-4 ans, arriver à 23-24 en maturité. Il est déjà en maturité. C'est un power forward. Puis s'il est bien utilisé, c'est un gars qui fait son job, qui est focus, qui est facile à coacher. Et ça sera un élément. C'est un gars qui a fait novice élite, junior élite à Genève. Donc, il vient du cru. Et puis, si vous le mettez sur une track, le garçon, c'est un gars qui est facile à coacher. Il peut vous rendre de beaux et grands services. Et puis, je pense qu'il va avoir une longue carrière, le gamin. Bon, moi, Jérôme, ça a bugué un peu, donc je n'ai pas entendu tout ce que Jean-Philippe a dit. Je ne sais pas si on a parlé de Tom Ernest, mais au début des playoffs, Omar a dit qu'il était un joueur de playoffs. Celui qui a prouvé qu'il était un joueur de playoffs, c'est Henrik Tom Ernest. Il a été assez exceptionnel tout au long des playoffs. Ouais, il a été top scorer, surtout au playoff. Il a été exceptionnel. C'est la pièce maîtresse du jeu de Genève Servette. Mais pour en revenir à Omar, on parlait de son attitude à Omar en saison régulière. On a vu qu'en playoff, quand ça compte vraiment, le gars, il sait défendre, il sait aller chercher des pucks, il sait aller là où ça fait mal. Et je ne pouvais pas croire qu'un gaillard autant intelligent sur glace ne pouvait pas rallier une cause dans un vestiaire. Alors oui, il est un petit peu spécial, il s'échauffe à part, on a parlé de son attitude et tout. Mais tu ne peux pas être autant intelligent sur glace et ne pas l'être en dehors. C'est impossible. Donc, pour être tricheur, il faut être vachement intelligent, vraiment... les gars. Hein. Les tricheurs, c'est des gars très intelligents. Hein. Peut-être. Mais c'était sûr que les playoffs, il allait se rallier à l'équipe et puis qu'il allait bosser comme il l'a fait. Après, Tom Ernest, oui, c'est la pièce maîtresse de Genève Servette et c'est pas pour rien que Zug lui a réservé un traitement spécial en finale. Je veux dire, c'était logique qu'il fallait aller sur lui. Alors maintenant, à Genève, est-ce qu'il faut un deuxième ou un troisième leader pour un peu laisser respirer Tom Ernest quand les matchs comptent vraiment? Parce que si chaque fois que tu vas en finale, l'équipe adverse te fait un traitement spécial puis que Tom Ernest, il s'efface un petit peu, parce qu'il a quand même fait une sacrée finale malgré le traitement qu'on y a réservé. Est-ce qu'il faut un deuxième leader à Genève ou un troisième? Je ne sais pas. C'est peut-être là-dessus qu'il faut peut-être travailler. Eric Fer est en fin de contrat. Hein. Oui, je pense qu'il va prendre sa retraite, hein, visiblement. C'est ce là, c'était le questionnement de Marc Gauchi. Moi, je lui ai parlé là, concernant les étrangers. Le point d'interrogation, c'est Eric Fer. Eric Fer, s'il continue, veut rester à Genève. Je pense qu'il y a de part et d'autre un intérêt. Par contre, on attend de voir s'il va poursuivre sa carrière ou non. Il y a des jeunes enfants aussi. Est-ce qu'il veut rentrer au Canada? Ça reste à voir. C'est le point d'interrogation. À Genève, on n'a toujours rien annoncé quant aux différents mouvements. On en sait quelques-uns là, entre les branches. Un Pouliot là, qui ferait ses valises et irait au bout du lac, entre autres, en attendant son futur passeport suisse. Donc, pour l'instant, qui comptait comme étranger. Est-ce qu'on commence à 5 étrangers? Est-ce qu'on y va avec 4? Bon, la question que Stéphane pose souvent dans ce genre de cas, faire oui, comme 5e, pourquoi pas, mais à quel prix? C'est ça. C'est ça. Ça dépend. Moi, je l'en fais, c'est ça. Il y a plein de gros joueurs que j'engagerais, mais pas prix. C'est toujours la même chose. C'est le prix. Après ça, c'est voilà, est-ce qu'il est d'accord de revenir pour 150 000 net? 150 000 net, je reprends en faire, là, parce que Pouliot va coûter beaucoup plus cher que ça. Mais voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce que le gars est prêt à accepter. Je sais que Lugano a fait une offre à Tim Heed qui était ridicule. Ridicule. Le gars est parti en Moscou, évidemment, mais l'offre qu'on a faite à Tim Heed était juste irrespectueuse. Donc, il y a des trucs, des fois, peut-être qu'on a entendu une perche, puis on a dit, Heed, on ne veut pas vraiment le garder, mais on va lui offrir un salaire ridicule. Puis s'il dit oui parce qu'il adore le Tessin, puis le bord du lac, puis les palmiers, parfait, on a fait l'affaire du siècle, mais c'est ça. Et puis jouer contre Rapperswil en demi. Exact. Non, mais c'est ça, c'est toujours la même chose. À quel prix? Voilà, c'est ça la question. Il y a Loïc dans le chat qui mentionne MVP. Là. Je vais vous dire après, lui, son MVP. Le joueur le plus utile à son équipe tout au long des playoffs, messieurs, ce serait qui pour vous? On y va en ordre, là. On peut commencer peut-être par Jean-Philippe. Kovar, sans hésitation. Jérôme? Moi, je dirais Hoffman. C'est lui qui donne le titre à Zug. Steph? Moi, je ne peux pas passer à côté de Kovar, même si j'ai un petit faible pour Tom Ernest. Là. Je pense que Kovar, il faut que tu prennes un gars de l'équipe championne. Donc, Kovar a été gros, incroyable. C'est un gagnant, il a gagné partout, il est passé. Il a quelque chose de spécial, ce garçon. Mais Tom Ernest a été vachement, il m'a vraiment impressionné. Résilience, bon moment, etc. Mais il faut le donner à Kovar, on n'a pas le choix.
Bien, messieurs, moi, je vais plus dans le sens de Loïc, puis je m'explique. Si j'ai pas vu toutes les séries de Zug, parce qu'évidemment, là, la première série, moi, j'étais sur Lausanne-Zurich, mais Tom Ernest a été bon toutes les playoffs. Si on donne le titre en finale, je suis obligé d'aller avec un joueur zougois. Mais pour l'ensemble des playoffs, pour moi, Tom Ernest a été vraiment un leader et l'âme de Genève. C'est pour ça que j'irais aussi dans le sens de Loïc là-dessus, mais je suis d'accord. Honnêtement, il n'y a pas de mauvais choix dans ce que vous avez dit, là. Et finale, si on y va juste avec la finale aussi, il ne faut pas oublier Giannoni qui a été très, très fort. Ouais. Des noms, là, d'ailleurs, c'est ce qui sort, là, Carl Giannoni, Gérard qui dit clairement Kovar, là, donc ils vont un peu dans le sens qu'on vient de le dire. Messieurs, avant de terminer, là, on a reçu également une question hier sur notre publication en annonce d'Overtime. Il y a Jérém qui demande « Bonjour, messieurs. Si vous deviez ressortir chacun un élément / moment de ces playoffs, lequel serait-il? » Jérôme, on commence avec toi. Je vais essayer de ne pas vous faire pleurer. Non, moi, c'est 3 larmes qui m'ont touché. C'est les larmes de Desclous quand il sort contre Fribourg, parce que je pense que ça a touché tout le monde. On sent vraiment la détresse du gardien, mais pas seulement physique, mais morale aussi, parce qu'on sent que c'est fini. Il y a les larmes de Rafael Diaz, avec la carrière qu'il a eue et le fait d'être champion pour son dernier match avec Zug, puisqu'il part qu'à Fribourg, ça prouve l'importance pour lui d'être champion de Suisse. Alors des fois, on minimise un petit peu, on dit « ouais, on est seulement champion de Suisse ». Ben, un gars comme Rafael Diaz, ça le fait pleurer. Surtout qu'il avait été accusé d'être un loser. Voilà. Et puis les autres larmes, je les ai vécues en direct. C'est le dernier match du coach de Rapperswil, Tomlinson. C'est moi qui ai commenté son dernier match. À la fin, je peux vous dire, tous les joueurs sont en larmes. Tomlinson est en larmes, mais pas parce qu'ils ont perdu. C'est juste parce que c'était le dernier match de Tomlinson. Ça faisait 6 ans qu'il était à Rapperswil. Il a touché tout le monde dans ce club, en plus avec son opération et tout. Et franchement, c'était émouvant de voir des gaillards aussi forts que des hockeyeurs pleurer comme ça au retour au vestiaire. Et Jean-Philippe, ça, on l'a vécu les deux sur la patinoire. J'ai vécu aussi à Joie quand Cloton a perdu. C'est fou à quel point même si tu as 30 ans, même si tu as 35-40 ans, quand tu donnes toute ta vie à un sport comme ça, que tu arrives jusqu'au bout, la déception est incroyable. Tu l'as vu aussi avec Manzato, avec qui tu as parlé, là, qui était en larmes littéralement. Ouais, c'est un peu ce qu'on voit surtout. Pas seulement, mais c'est une des jolies choses qu'on voit dans le sport. Hein. Au moment où ça s'arrête, vous êtes sur cette patinoire-là, et puis d'un côté, il y a une joie incroyable, inimaginable, et de l'autre côté, c'est une détresse insondable. Alors évidemment, never too high, never too low. Là, c'est égal, on a le droit. Les émotions, là, il y a tout qui sort. Vous avez sacrifié des mois, et puis en plus, dans une saison extrêmement compliquée, vous n'avez pas pu voir votre famille, etc. Vous mettez tout all-in. Et puis à la fin, ça suffit ou ça suffit pas. Et puis côtoyer ces deux moments-là, c'est assez fort. C'est là qu'on voit que c'est les grands enfants et puis que le sport, c'est une passion à la base. Hein. Ces gars-là, ils ont la chance de gagner leur vie en jouant et en faisant leur passion. C'est pas facile, hein. C'est des carrières qui sont loin d'être faciles, mais qui ont le mérite d'être émotionnelles. Je veux dire, il n'y a personne dans son travail. 99,9% des gens dans leur quotidien, dans leur travail, n'ont pas ces moments de high et de low. Oui, il y a des moments plus difficiles, plus gratifiants que d'autres, mais voilà, un titre, c'est une consécration. C'est aussi une histoire d'équipe. Hein? C'est pas juste une personne, c'est que c'est une réalisation collective. Et puis tout à coup, ça tisse des liens. Quand tu réussis, tu perds ou tu gagnes avec des joueurs, c'est des trucs, c'est des moments que tu te souviens. Plus tard dans leur carrière, les gars disent oui, en cette année-là, on avait perdu en finale, je me souviens, on pleurait dans le vestiaire, c'est des moments forts. Comme moi, que tous les gars qui ont fait des sports d'équipe se rappellent ces moments de défaite et de victoire, l'euphorie. Et c'est vraiment quelque chose qui reste gravé dans la mémoire de tous les athlètes. Et je reviens, Jérôme, sur les pleurs de Gauthier Desclous. Là, moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher parce que Desclous ne pleurait pas parce qu'il avait mal. Là. Il pleurait parce que ce gars-là était prêt à aller à la guerre, puis que là, il ne pouvait plus à cause de la blessure, puis il savait certainement que c'était terminé. Ça, pour moi, Jean-Philippe, tu avais la chance de le commenter. Là. La chance ou la malchance, malchance côté Desclous, là, mais reste que c'est un gros moment d'émotion de le voir sortir de cette façon-là. Ça fait aussi partie là, de ce qu'on a vécu. Nicolas qui dit que ça montre que ça reste humain. C'est très vrai. Jean-Philippe, ton moment des playoffs que tu nous as relevé? Oui, il y en a un. Moi, j'ai suivi le quart de finale Fribourg-Genève.
après la défaite de Genève à Fribourg, il y a eu une prise de conscience. Et puis, il y a un moment, c'est le retour au jeu de Noah Rod. Et ça a été le coup de klaxon. Hey, les gars, maintenant je suis là. Le capitaine est de nouveau sur la glace. Il est allé secouer Di Domenico après 20 secondes, je crois, dans l'acte 2. Et ça a complètement tourné la série contre Fribourg. Et puis ensuite, les joueurs, et ça, c'est en discutant pas après la défaite, après le quart de finale, ils ont dit là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est ce moment clé, il est là. Et ça, c'est pas. Et donc, logiquement, j'ai pris ce moment-là pour le moment tournant dans ces playoffs, étant donné que j'étais sur cette série-là. Et ça a été la lancée là, de 7 victoires consécutives de Genève. Là. Mm-hmm. Steph? Moi, l'accolade entre les deux top scorers en finale, c'est un moment fort parce que c'est deux gars qui ont été les deux meilleurs, je pense, de ces playoffs. Les deux grands joueurs dominants qui étaient à la lutte sur la glace et qui ont montré du respect. Mais je pense qu'il y a un moment clé dans cette série, c'est que les 20 premières secondes de la finale, même pas les 10 premières secondes, quand Kovar va sécher Tom Ernest dans le coin, compléter sa mise en échec de façon limite, un peu tardive, il a gelé carrément Tom Ernest qui est arrivé le dos dans la bande. Bam! J'ai dit, il ne se relève pas. Ça y est, c'est fini. Il s'est relevé, secoué le casque, tout, c'est reparti. Et là, je trouve que la série était lancée. Jean-Philippe parlait de Noah Rod dans le deuxième match. Mais c'était un peu un moment comme ça dans cette finale. Là, on a donné le ton. Ça dit, les gars, maintenant, on est en finale. C'est du jeu pour hommes. Tom Ernest, tu vas l'avoir dur. Kovar a dit envoyer le signal que je sais jouer au hockey, je suis bon sur le powerplay, je peux marquer des buts, faire des passes, être bon sur le face-off, mais je peux aussi vous faire mal physiquement. Et là, ça a comme, c'était lancé en 10 secondes. En studio, on regardait le match, et on s'est dit, wow, c'est parti. Et puis, ça a donné le ton à cette finale. Pour moi, ça a donné un moment clé. Puis, évidemment, le but d'Hoffman. Il y a quelqu'un qui m'a écrit Red Bull d'Hoffman, il a dit, bon, là, c'est fini, ils ne reviennent plus, on sort les cigares. Messieurs, on en a vécu des émotions durant ces playoffs. On va être disciplinés aujourd'hui, contrairement à certaines équipes tout au long de la saison. On va se limiter à 1 heure d'overtime. Je pense que c'est jamais arrivé encore dans l'histoire. Dans l'histoire d'overtime. La longue histoire. La longue histoire qui est vieille. C'est 60 minutes, hein? Jérôme, Jean-Philippe, Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la dernière heure. On se donne, messieurs, les 4, on se donne rendez-vous avec le chat également là, pour la semaine prochaine. Tous les journalistes qui ont participé à Overtime cette saison vont être de retour. On va faire une petite émission spéciale, donc lundi prochain, 17 mai, à ne pas manquer. Merci également à tous d'avoir participé sur le chat. Évidemment, dans l'après-midi, YouTube, Facebook pour diffusion en vidéo, Spotify, SoundCloud et Apple Podcast pour la version audio de ce Overtime. Tout ça va être disponible. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine et à bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.